Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau débriefing de France Soir. Nous sommes avec Gilles-William Goldnadel, maître Goldnadel. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre cabinet. Je suis bien content de vous recevoir d'ailleurs, parce que même si je ne partage pas toutes vos vues, je suis pour défendre totalement votre journal, et voilà, par principe. C'est gentil. Et j'apprécie pas de temps en temps ce qu'on vous fait. Vous n'appréciez pas le fascisme en général. C'est une des formes de celui-ci. On va y revenir, et en particulier le fascisme médiatique qui se déploie, et notamment, vous le disséquez dans ce livre, Manuel de résistance au fascisme d'extrême gauche, aux nouvelles éditions de Passy. Un livre dans lequel on retrouve vos combats idéologiques, médiatiques, juridiques, judiciaires aussi, tout ce qui fait votre engagement. D'abord, vous commencez par vous expliquer sur l'emploi du terme fascisme. Vous dites à la fois c'est un terme qui a été totalement galvaudé par ceux qui l'utilisent comme un anathème. Alors pourquoi le retourner contre eux si vous contestez parfois la pertinence de ce terme de fascisme? En quoi cette idéologie que vous combattez est-elle un fascisme? C'est le prix que j'ai payé au nom de l'efficacité, puisque c'est un livre de résistance, c'est un livre de combat. Et donc, j'ai été obligé de faire une double concession coûteuse. La première, c'est effectivement d'utiliser les armes de l'adversaire et d'utiliser le fascisme. Alors que toute ma vie, je me serais battu pour ne pas justement utiliser cette référence à un événement historique précis. Donc, il faut l'entendre évidemment dans sa conception galvaudée, dans sa conception dévoyée depuis plus de 70 ans par la gauche en majesté. La seconde concession que j'ai faite, c'est dans mon sous-titre, puisque j'ai dit « les fachos ont changé de côté ». Ça veut dire que, originellement, je concède que le fascisme vient de la droite. Or, c'est tout à fait historiquement contestable, puisque Mussolini était socialiste, et que dans national-socialisme, il y a socialisme, et que Hitler était entouré de nombreux types d'extrême gauche, à commencer par Röhm. Donc vous voyez bien que j'ai payé le prix de l'efficacité en, d'une certaine manière, copiant l'adversaire et ses succès. Vous disséquez de nombreux faits divers que vous aviez déjà dans vos activités médiatiques, analysés, en particulier leur traitement par les médias dominants, en particulier par les médias du service public. Est-ce que, en voulant faire ce livre qui est un manuel de résistance, de guérilla, à mi-chemin entre un essai et un pamphlet, est-ce que vous n'aviez pas, vous, parfois donné trop d'importance à cette sphère culturelle, idéologique, qui, même si elle est puissante, est relativement minoritaire ou cantonnée à l'université, à certains bastions médiatiques ou aux réseaux sociaux? Écoutez, je pense que nous avons assisté, même si nous commençons péniblement à émerger, notamment grâce aux réseaux sociaux. Mais nous avons vécu 70 ans de décérébration des esprits. Ça n'est, à mon avis, jamais arrivé dans l'histoire humaine. Les jeunes d'aujourd'hui, la manière de penser ont été fabriqués justement dans ce contexte médiatique, intellectuel, universitaire, d'autant plus puissant qu'il est insidieux. Je veux dire par là, quand un homo soviéticus lisait la Pravda, il savait qu'il lisait un journal de propagande, truffé de mensonges. Par conséquent, il le lisait en se bouchant le nez pour ne pas être intoxiqué par les lettres de plomb.
c'est beaucoup plus insidieux, puisqu'il s'agit, malgré tout, d'une propagande soft et de mensonges, notamment par voie, on y reviendra peut-être, de focalisation ou inversement d'occultation. Autrement dit, l'intoxication est d'autant plus grande qu'elle est, que vous ne savez pas, le mélange gazeux qui existe dans la pièce où vous lisez votre journal, où vous regardez la télévision. C'en est d'autant plus terrible. Alors, c'est vrai que, en raison des combats que nous avons menés, et je ne suis qu'un pion parmi ceux qui se sont révoltés, les résistants, si j'ose dire, depuis une vingtaine d'années peut-être, et on émerge enfin, et c'est vrai que maintenant, nous subissons peu ou prou, même s'il y a dans le paysage audiovisuel quelques médias de résistance, et assez puissants, Dieu merci maintenant, donc ça n'est plus aussi uniforme que cela, mais nous subissons quand même très largement, notamment la dictature soft de l'audiovisuel de service public, de sévice public, comme je l'appelle. La différence avec il y a peut-être 20 ans, c'est que les gens ont le décodeur. Les gens ont le décodeur, c'est-à-dire que vous pouvez maintenant, ils sont. Alors quand vous avez le décodeur, c'est d'une certaine manière, vous n'êtes plus autant intoxicable qu'avant. Voilà. Vous dites d'ailleurs dans votre introduction, la bataille des idées, la gauche sait qu'elle l'a perdue depuis quelque temps. Et donc c'est peut-être aussi la cause d'une intensification de cette bataille. Mais vous avez raison. Comme la gauche médiatique, la gauche politique, on le voit bien avec les sondages, la gauche artistique, elle sait maintenant, elle le sait, qu'elle a perdu grandement son magistère intellectuel et moral. Et donc, du coup, elle en devient méchante. Elle a définitivement renoncé à ses idées, ou prétendues idées, et elle les a troquées contre des injures. Et notamment l'injure, le procès en fascisation. Et justement, ce livre est fait pour retourner le compliment, si j'ose dire, à l'envoyeur, en expliquant qui sont les fascistes, le fascisme dans son acception dévoyée, à savoir la violence de rue, l'intolérance, l'esprit de censure, le goût pour l'exclusion ou la diabolisation. Et donc je retourne l'injure à son envoyeur pour que enfin la honte change de camp. Il y a un phénomène qui est assez frappant et que Mathieu Bock-Côté avait analysé, je crois, qui disait dans une formule, la gauche a tellement longtemps été dominante qu'il lui suffit d'être contestée par une petite partie de l'espace médiatique pour se croire désormais dominée. Vous avez l'impression que CNews, où vous êtes un intervenant régulier, mais aussi d'autres émissions de grands médias, ont ouvert les fenêtres, fait un appel d'air pour des idées qui ne sont pas de la gauche que vous combattez, mais que celle-ci monte sur ses grands chevaux à tort, en se croyant ainsi mais vous savez, envahi. Je crois que c'est une réaction psychologique, humaine, compréhensible, même si elle est détestable. Quand vous avez été habitué à avoir le monopole sur quelque chose, eh bien évidemment, quand on vous prive ne serait-ce que de 10% de ce monopole, vous vous sentez complètement dévasté, vous vous sentez volé, vous vous sentez cambriolé. J'imagine que quand vous avez l'empire, qui sur un homme, qui sur une femme dans un domaine amoureux, et que vous sentez qu'elle est moins ou qu'il est moins à votre portée, j'imagine que vous vous sentez quelque part humilié. Quand vous avez passé votre temps, c'est aussi dans l'ADN des insulteurs. Quand vous avez passé votre temps à insulter impunément, sans jamais qu'on puisse vous répliquer, eh bien, le moindre postillon est considéré comme une manière de poison.
du cinéma, du petit monde du cinéma français que vous ne portez pas forcément dans votre cœur à certains médias. Vous disséquez de nombreux épisodes pour illustrer votre discours, en prenant par exemple les incantations d'Assa Traoré et la complaisance médiatique dont elle bénéficie. Mais est-ce que vous ne croyez pas que la cagophobe, comme disait Philippe Muret, qui ne cesse de se démultiplier, finira au fond par s'autodétruire sans avoir besoin de votre aide? Parce que dans la radicalité de cette gauche extrême, elle finit toujours par se diviser entre elles. On observe des féministes qui se font accuser de transphobie. On observe Fabien Roussel qui est accusé de dérive identitaire, candidat communiste. Et même Philippe Poutou a été accusé de dérive droitière au sein de son propre parti. Est-ce que vous pensez pas que cette gauche-là, de toute façon, finira par s'autodétruire? Je vous trouve bien optimiste. Je commence par la fin. La révolution dévore toujours ses enfants. Mais ça n'empêche pas que la révolution peut totalement anéantir un peuple. C'est pas incompatible. Donc oui, c'est vrai que j'ai peu de tendresse pour le cinéma français, en dehors même de la piètre qualité de sa production, et ce jugement étant purement et simplement subjectif. Il se caractérise par un conformisme intellectuel invraisemblable. Cela étant, l'avocat qui vous parle plaiderait volontiers la cause de ceux qui se taisent, parce que si vous l'ouvrez, eh bien votre vie artistique est derrière vous. Hein. Il y a quand même, vous êtes diabolisé immédiatement, mais cela étant, ce discours se caractérise notamment dans le monde artistique par une générosité verbale extraordinaire, mais l'expérience professionnelle ou humaine que j'ai des gens, c'est que souvent, discours généreux vaut quittance. Et en général, ça s'arrête là. Et l'expérience historique que nous avons du cinéma montre que ces gens-là, à tout le moins, ne se sont pas mieux conduits que les bouchers charcutiers, que les commerçants en œufs, beurre, fromage. Pendant la guerre, ils n'ont pas été plus courageux que les autres. Quand vous regardez, pendant le communisme, ils ont été des compagnons de route dociles et fidèles du communisme. Et lorsque vous regardez même alors l'histoire du cinéma américain, il est complètement confondant. Il était d'un paternalisme à l'égard de Noirs épouvantable du temps de la ségrégation. Pendant la guerre, les manias juifs du cinéma ont été d'une pusillanimité extraordinaire parce qu'il ne fallait surtout pas faire montre de... Il fallait pas montrer qu'on faisait la guerre des Juifs, donc les manias Goldwyn, Meyer ou les Warner interdisaient qu'on parle du sort des Juifs pendant la Shoah, mais dès la libération, alors il était indispensable de montrer un petit Juif de Brooklyn se faire tuer sur une place du Pacifique. Ensuite, il y a eu la période du macartisme, telle que vous savez. Je ne vous parle pas du sort qui a été fait aux Amérindiens dans les westerns. Enfin, je suis même pas donneur de leçons. J'observe simplement qu'ils se sont, à tout le moins, aussi mal conduits que les autres. C'est tout. Voilà. Et vous voyez le contraste avec ce discours, avec le cœur sur la main et les belles idées. Dans le domaine de la sexualité, c'est exactement pareil. Maintenant, on est d'une frilosité invraisemblable. Il ne faut pas croiser une femme à 150 mètres.
Alors, et vous savez ce qui s'est passé avec... bon, voilà, j'ai oublié le tourmenteur de certaines femmes. Weinstein. Harvey Weinstein, pour ne pas le nommer, vous voyez, voilà. C'était un type qui considérait, par exemple, Donald Trump comme un goujat avec les femmes. Voilà. C'est typique de la mentalité du cinéma mondial. C'est vrai que ça ne m'inspire pas des doux sentiments à leur égard. Une autre qui vous inspire des sentiments plus amers que doux, c'est la justice française. Vous dites, c'est l'objet d'une partie du livre. Vous dites, j'ai vu mourir la justice française. Vous dressez le portrait d'une justice devenue folle à, entre parenthèses, ne plus enfermer. Donc elle est folle à enfermer du fait de ne plus enfermer. Et paradoxalement, c'est une justice qui aussi devient de plus en plus coercitive dans le domaine des idées, de la liberté d'opinion. Oui. Quelle évolution avez-vous vue en la matière depuis écoutez, 20 ans? je n'aurais pas assez de 10 jours pour vous décrire comment j'ai vu mourir la justice française. Oui, vous dites qu'il leur faudrait un livre entier pour raconter cette histoire tragique. Mais oui. Mais en quelques mots. Mais en quelques mots, disons que moi, j'ai jamais eu une conception irénique de la justice parce qu'elle est humaine. Donc je n'attends pas, j'ai pas une conception idéale de la justice humaine. Elle est faillible. Les gens travaillent ou ne travaillent pas, ils ont des préjugés ou n'ont pas des préjugés. S'il faut lutter complètement contre les préjugés, contre ces stéréotypes, tout cela, j'en ai fait l'expérience, bonne ou mauvaise, ça s'appelle la vie. Je l'ai vu mourir pour des tas de raisons. D'abord et avant tout idéologique. Celui qui vous parle a fait condamner la présidente du syndicat de la magistrature. Donc on sait du mur des cons. Donc elle est une bonne partie, mais pas tous. Je ne veux pas non plus caricaturer ma propre pensée. Mais donc il y a évidemment l'idéologie. Il y a aussi la judiciarisation de tout. Et on crée des délits supplémentaires comme si ça ne suffisait pas. Madame Schiappa a créé la contravention sur le harcèlement dans les transports, qui est complètement improuvable, alors qu'on ne peut même pas s'occuper en temps humain du sort des femmes violées. Donc les pauvres juges, et dont certains d'ailleurs ne travaillent pas, mais comme n'importe qui, ni plus ni moins que les autres, vous avez des paresseux, vous avez des courageux, vous avez des juges merveilleux, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ils sont déjà complètement... Mais pour vous donner le dernier exemple en date, le plus récent, le plus parlant, c'est il y a quelques jours, et ça montre, et c'est ce que je voudrais vous dire, l'absence de sécurité juridique. Moi, il y a 30 ans, un type rentrait, je lui donnais son avenir. Maintenant, j'ai encore plus peur que lui. Surtout s'il est connu, s'il a de l'argent, ou s'il est dans le cadre d'un délit à la mode, sexuel, etc. C'est devenu impossible pour un avocat d'estimer ce qu'encourt réellement son client. Oui, ouais. Totalement impossible. Totalement impossible. Il n'y a plus aucune sécurité juridique, notamment parce que les juges avant étaient notés, et donc ils n'avançaient pas s'ils étaient trop souvent infirmés par la cour d'appel ou trop souvent cassés. Maintenant, ils ne sont pas notés, donc pour être bien noté, il fallait respecter la règle de droit. C'est le plus sûr moyen de ne pas être infirmé ni cassé. Maintenant, ça leur est totalement égal, et donc ils jugent avec leur propre conception de l'équité. Mais pour vous donner le dernier exemple en date, et je vous jure que ça n'est pas le citoyen ou l'essayiste engagé qui vous parle, c'est l'avocat désincarné. Il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui vient d'être condamné pour racisme, d'accord, alors qu'il a visé des enfants immigrés sans les différencier, alors que la loi antiraciste protège strictement et expressément une ethnie, une religion ou une race ou un peuple. Il ne les a pas différenciés. C'est donc une monstruosité juridique. On peut penser tout ce qu'on veut de la personne. Je suis pas sur le terrain des idées. Je suis purement et simplement sur le terrain du droit. Donc la seule explication à cette monstruosité juridique, elle est politique ou idéologique. Donc, il n'y a plus de sécurité juridique, en tous les cas au niveau des tribunaux. Je ne vous dis pas du tout, c'est au contraire pas du tout ma prévision, ce jugement dont je parle
sera très certainement infirmé par la Cour d'appel et assurément par la Cour de cassation, parce que malgré tout, je veux relativiser tout ça, l'expérience que j'ai me conduit à constater qu'au niveau de la Cour de cassation, ça tient encore. Mais c'est une très maigre consolation intellectuelle, parce que lorsqu'un type est condamné en première instance sur une base inexistante sur le plan juridique, il a le temps de perdre sa réputation, il a le temps de perdre sa femme, il a le temps de perdre son boulot, il a le temps de perdre tout ce que vous voulez. Donc c'est raison pourquoi je vous dis que oui, j'ai vu d'une certaine manière mourir la justice française. Un personnage qui actuellement, à la fois par ses propos sur la justice et par ses démêlés personnels, occupe l'actualité, c'est Éric Zemmour. Ça n'a donc aucun rapport avec ce que je viens de dire. Pas directement, mais je vous avais posé la question sur la justice et le délit d'opinion. Donc il a été jugé... oui, mais vous voyez, je ne voulais même pas évoquer cette atteinte à la liberté d'expression. Même, je n'en étais même pas là. Même avant, effectivement, le fait qu'effectivement, c'est une atteinte à la liberté d'expression, mais malgré tout, il y a une loi. Bon, oui, donc, on peut faire, dans cette affaire que je viens d'évoquer, et qui effectivement concerne Éric Zemmour, on n'en est même pas évoqué l'atteinte à la liberté d'expression. On est pire encore, à l'atteinte la plus invraisemblable au droit, aux règles juridiques. Mais ma question ne portait pas tant là-dessus que sur son rapport au monde médiatique. Je voulais simplement faire une transition. Est-ce que vous pensez que son succès médiatique et puis maintenant politique, en cours ou demi-succès, disons pour l'instant, ne tient pas à son refus absolu de céder aux anathèmes, aux injonctions que vous décrivez, que vous disséquez dans votre livre? Oui, écoutez... Comme vous d'ailleurs. Moi, écoutez, Éric est un ami de 40 ans. Je le connais bien, hein. Il a les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts. Donc effectivement, son succès incontestable s'explique non seulement par son talent et par sa culture, mais également par son courage intellectuel. Il m'arrive de penser, et je ne pense pas me caractériser par une pusillanimité particulière, que par moments ce courage bascule dans la témérité, de la témérité dans l'imprudence et de l'imprudence dans l'erreur. Il a peut-être quelque part un goût iconoclaste qui lui fait de temps en temps commettre des erreurs, notamment des erreurs historiques. Je ne partage pas sa vision du maréchal Pétain, soi-disant généreux avec les Juifs. S'il a tort, je lui ai dit publiquement, chez Ardisson et chez d'autres, ça n'en fait pas un pétainiste. Je ne juge, j'ai mal pris ses réflexions sur les enfants enterrés en Israël. Et on n'a pas la même vision d'ailleurs d'Israël, mais c'est bien son droit le plus strict. Je suis pour l'autodétermination des individus comme des peuples, mais ça n'en fait certainement pas un antisémite. Mais pour répondre à votre question, oui, en grande partie, ça s'explique par son courage intellectuel, mais en même temps, je pense, pour être plus prosaïque, pour voir son parcours au moment où nous parlons, je peux me tromper, mais au moment où nous parlons, au jour où nous parlons, je pense qu'il est assez remarquable, mais en même temps, je pense qu'il a fait des cadeaux à l'adversaire. Ce que je déplore le plus, c'est même pas le fait de ne pas être d'accord avec lui là-dessus, mais le fait que je trouve qu'il a fait des cadeaux à l'adversaire. De la même manière, Trump, il aurait été mieux coiffé et un peu moins vulgaire que les Trumpistes ne s'en seraient pas plaints. C'est ça que je veux vous dire. Vous analysez un antiracisme dévoyé que vous qualifiez de xénophile et expliquez qu'une partie de la jeunesse immigrée, principalement musulmane, est aujourd'hui convaincue d'être détestée, de n'avoir aucune chance de s'en sortir, adoptant en retour une attitude hostile, ce qui entraîne une dynamique pernicieuse et perverse dans ses rapports avec la population autochtone. Ouais. Alors il y a le propos de l'essayiste, de l'intellectuel là-dessus qui veut combattre cet antiracisme dévoyé. Oui. Mais quelle porte de sortie pour notre société peut-on faire à partir de ce constat pour... Tant qu'on aura un antiracisme dévoyé, il n'y aura aucune sortie possible. Il y a, dans la nature humaine,
vous pouvez très facilement vous sentir victime si on vous persuade que vous êtes une victime. C'est un sentiment très naturel, presque confortable, dans lequel on vous place. Si on vous dit, vieux, t'es entouré d'ennemis, tu peux pas t'en sortir, de toute manière. Puis ton père, tu sais, il a eu tort de s'échiner comme ça, on l'a exploité. Il faut être un saint laïc pour ne pas y croire. Ce sont les autres qui n'appartiennent pas à sa tribu, si j'ose dire, qui lui disent ça. Comment voulez-vous qu'ils ne le croient pas? Et en plus, j'en ai pas rencontré beaucoup dans ma vie des saints laïcs. Et souvent, ils sont ni saints ni laïcs. Donc moi, si vous voulez, oui, j'en veux beaucoup plus à ces antiracistes dévoyés qu'à certains membres de la population immigrée, dont les parents, d'ailleurs, dont les parents sont venus en France, ils étaient reconnaissants aux Français de les accueillir, de les nourrir, de les payer. Ils n'étaient pas dans une attitude d'hostilité systématique avec le pays d'accueil, encore moins avec ses habitants. Mais ces habitants... Alors, je dis qu'ils sont xénophiles. C'est que ces antiracistes-là, les SOS racistes sont xénophiles. En sens que je décris ça comme la dilection pour l'altérité. Mais cette xénophilie-là, c'est pas tant parce qu'il est le même, c'est l'envers de la même médaille que la xénophobie, c'est le préjugé. Mais cette xénophilie-là, c'est pas tellement qu'ils aiment les musulmans, c'est pas tellement qu'ils aiment les Arabes, c'est surtout qu'ils détestent les Français. Je parle pas de haine de soi d'ailleurs, parce que eux-mêmes ils se sentent même pas français, ils se sentent ni blancs, ni français, ni rien. J'ai étudié l'expression le beauf. Le beauf, comme par hasard, c'est le beau-frère. C'est-à-dire que c'est le mari de votre sœur. C'est pas le même sang que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une détestation du personnage mythique, fantasmé français, le beauf, le béret, avec le litron et la baguette, qui collaborait pendant la guerre, c'est voilà, hein, vous voyez, au bombeur, etc. Et cette construction mythique, qui a été d'ailleurs largement cinématographique, avec d'excellents films, comme le Dupont-Lajoie, notamment, de Boisset, eh bien, elle a marché merveilleusement dans les banlieues. Et donc, on a créé dans les banlieues une partie de la population dans l'hostilité, dans la méfiance par rapport à la population autochtone, indigène, parce que ce sont eux les indigènes, considérés soit comme des racistes, soit comme des... Voilà. Et comme si ça ne suffisait pas, mais là je suis moins dans le jugement négatif, je suis dans la constatation, la société française ne leur inspire pas forcément dans son état actuel une admiration automatique, dans le dévoiement général, dans son individualisme forcené, dans la perte de ses repères, et par conséquent, sur ce champ de ruines sociétales et psychologiques, les islamistes propose également, même dans une version devenue folle, mais parce que littérale, un islam qui est quand même beaucoup plus cohérent sur le plan des mœurs, sur le plan familial, sur le plan communautaire, et donc ça fait effectivement dans une France archipélisée, déstructurée, tribalisée, effectivement, le spectacle, le triste spectacle auquel nous assistons, mais les responsables de cette situation, ce ne sont pas les immigrés, ce ne sont pas les musulmans. Eux ont été, si j'ose dire, les jouets, les objets. L'islamiste d'ici, il est né dans les éprouvettes
de l'extrême gauche, soi-disant antiraciste. Raison pourquoi, moi, mon adversaire, c'est certainement pas le musulman des banlieues, c'est l'extrême gauche fascisante, telle que je la décris dans mon livre. Pour conclure, depuis bientôt 2 ans, dans ce paysage médiatique que vous auscultez, ces questions de société, d'identité, qui travaillent en profondeur la société française, ont été relativement mises au second plan par rapport au Covid, à la situation sanitaire. Et il y a une forme de sanitairement correct qui a quand même marqué beaucoup de médias, avec des procédés de diabolisation de personnes écartées, divergentes. Vous trouvez qu'il y a des ressorts communs avec ce fascisme que vous avez tenté de détricoter? Franchement, je ne pense pas que ce soit l'extrême gauche telle que je la décris qui soit le ressort principal de cette intolérance. Je crois, très sincèrement, c'est pas mon point de vue. Je constate cette intolérance. Je ne suis pas, encore une fois, vous n'avez pas, c'est pas un anti-vax qui vous parle. C'est un triple vacciné, pas fier, mais content de l'être. Tant les limites d'ailleurs de ce vaccin. Pour autant, moi, je ne veux pas emmerder les gens. Oui. Je ne veux pas emmerder le monde. Je respecte le scepticisme dès l'instant où il ne verse pas dans le complotisme, très clairement. Donc, et puis aussi, ce qui fait aussi que je partage une partie de vos combats, c'est que on vit dans, vous savez, cet individualisme, il est terrible. Hein. La peur farouche, la peur terrible, et pour le coup un peu pathologique, un peu maladive, de mourir d'un rien. Mais alors, je sais bien qu'on ne va pas mourir pour l'Ukraine. Je sais bien qu'on ne va pas mourir, plus personne ne veut mourir pour son pays. Je ne sais pas si quelqu'un veut mourir maintenant pour sa famille, mais maintenant on a peur même si vous voulez, dans la dernière séquence d'Omicron, je suis effectivement beaucoup plus sceptique sur les mesures emmerdantes que dans la période précédente. Je ne suis pas d'un naturel plus courageux qu'un autre, mais développer, pourrir une économie, pourrir une vie pour un rhume, ça montre quand même, alors là, pour le coup, je rejoins mon copain Rioufol, ça montre là, effectivement, l'hygiénisme, individualisme et pétochard qui moi-même m'insupporte. Voilà. Le cambronisme tranquille, c'est le mot d'ordre que vous professez, que vous recommandez dans ce manuel de résistance au fascisme d'extrême gauche aux nouvelles éditions de Passy. Pourquoi cambronisme ? Parce que je pense que maintenant les choses sont beaucoup plus compréhensibles, mais j'ai professé le cambronisme il y a encore 2 ans, lorsque l'accusation d'extrême droite, lorsque le procès en fascisation était davantage à redouter qu'aujourd'hui. Les choses ont déjà énormément évolué sur 2 années. Et à l'époque, mais c'est encore valable, je pense qu'il fallait dire, il ne fallait pas se mettre en colère. Il faut toujours traiter l'adversaire avec causticité et lui dire merde avec un gros sourire. Merci beaucoup, Gilles-William Goldnadel, de nous avoir reçus et de nous avoir présenté votre livre en toute liberté de ton et de pensée. Merci à tous d'avoir suivi ce débriefing et à bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.